Quel a été l'effet économique et social de la crise sanitaire dans les différents territoires français et comment y répondre? Le député MoDem des Yvelines, Jean-Noël Barrot, a longuement enquêté et publie un rapport très concret, parfois surprenant quand on le lit en détail. Quelles zones particulièrement touchées? Quels effets de la crise sur le marché immobilier? Comment bien cibler les aides pour qu'elles soient efficaces? Au-delà du constat, le rapport contient une trentaine de propositions très concrètes. Alors vous êtes chef d'entreprise, salarié, particulier, qui a choisi pourquoi pas déménager depuis la crise. Nous attendons vos questions et témoignages pour dialoguer avec notre invité. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. Premier constat dans votre rapport, les zones les plus affectées par la crise, je cite le top 3, la Tarentaise en Savoie, Roissy, Saint-Louis en Alsace, Vire en Normandie, Thouars dans les Deux-Sèvres, j'en ai cité 5. Ce ne sont pas forcément les zones qui étaient en difficulté auparavant. Pourquoi cela? Absolument, c'est une des surprises qui a été celle de l'analyse que nous avons conduite. D'abord en nous déplaçant dans chacune des 13 régions de France métropolitaine et en mobilisant énormément de données assez inédites pour mesurer les effets de la crise. Et ce qui ressort, c'est une dimension territoriale très forte, beaucoup de différences entre les territoires, et puis des effets inattendus. Effectivement, la géographie de la crise, de la baisse d'activité, ne recouvre pas la géographie des fragilités préexistantes, la géographie des gilets jaunes. Et vous avez, dans le top 3 à 5 que vous venez de citer, des zones qui étaient prospères avant la crise, c'est le cas de la Tarentaise, bien sûr, en Savoie, et des zones qui étaient beaucoup plus fragiles, c'est le cas de Roissy par exemple. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces zones? Eh bien, écoutez, l'activité a baissé, en partie pour la montagne en raison du tourisme. À Roissy, c'est l'activité aéronautique. Mais ce qu'on constate, c'est aussi que beaucoup d'entreprises qui ne sont pas directement impactées par la crise, parce qu'elles n'ont pas fermé administrativement, par exemple, ont malgré tout subi une baisse d'activité parce qu'elles étaient à proximité, soit de centres urbains avec du télétravail, de l'activité partielle, soit à proximité d'entreprises aéronautiques, avec donc une baisse des services aux entreprises. Il ne faut pas regarder que par secteur, il faut regarder localement par micro-région, si j'ose dire. Absolument. Vous pouvez être une entreprise donnée, dans un secteur donné, avoir une activité complètement différente pendant les 12 mois de crise, selon que vous êtes situé à Roissy ou selon que vous êtes situé dans le Maine-et-Loire. Autre phénomène à la rubrique constat, on va parler pâtisserie un peu, l'effet donut. Alors là, il s'agit des déménagements. Possible amorce d'exode urbain, dites-vous, les mots sont forts mais vous êtes prudent, possible amorce d'exode urbain. C'est l'idée que beaucoup de gens ont quitté le cœur des métropoles pour aller en périphérie et même en grande périphérie, Normandie, Loiret pour les Parisiens, Isère, Rouen pour les Lyonnais, la logique est la même à Marseille et Toulouse. Je donne un chiffre, second semestre 2019, second semestre 2020, la comparaison, hausse des acquisitions de biens immobiliers dans un autre département, plus 13%. Absolument, plus 13%. Et quand on s'intéresse à Paris, par exemple, et vous avez cité le Lyon, Marseille, on pourrait parler de Toulouse et de Nantes, c'est le même phénomène se produit. On voit une augmentation de plus de 150% vers l'Eure, on voit même augmentation de plus de 150% vers le Loiret, et à l'inverse, on voit évidemment les acquisitions de maisons diminuer en petite couronne parisienne et dans les destinations de résidences secondaires comme la Corse, etc. Et donc, vraiment, ce sont des gens qui ont acquis des maisons dans la périphérie, dans les départements périphériques, plus ruraux, moins denses. Et c'est une accélération très forte d'un phénomène que l'on pressentait déjà un petit peu se produire, mais qui là modifie profondément les dynamiques et les équilibres territoriaux. Rééquilibrage, comment est-ce qu'on peut l'encourager pour qu'il soit durable et que ce rééquilibrage entre métropole et reste du territoire se confirme en quelque sorte? Alors évidemment, il pose ce rééquilibrage un certain nombre de questions, puisque si vous avez des familles qui se déplacent à l'extérieur des grandes métropoles, va se poser un certain nombre de questions de services publics par exemple. Mais il y a des situations pour lesquelles ce rééquilibrage est très positif. Je vous cite le cas de l'Ariège, où nous nous sommes rendus, qui est tout près de Toulouse, et où s'organise un pacte télétravail pour attirer des salariés de la métropole toulousaine vers la ville de Pamiers, qui est une ville de 20 000 habitants, dont le centre s'est dépeuplé au fil des années, qui est en déprise, et qui va donc pouvoir accueillir ces populations de l'agglomération toulousaine, leur offrir un cadre de vie meilleur, en leur proposant un logement, en proposant des solutions de garde d'enfants, en proposant un emploi pour le conjoint. C'est ça le pacte télétravail, c'est des mesures très concrètes pour encourager au télétravail. Alors à mi-chemin du constat et des propositions, vous dites que les dispositifs d'aide par zone définis depuis Paris, pour le dire de manière caricaturale, les quartiers prioritaires de la ville, les zones de revitalisation rurale, ça marche pas. Le maillage est trop large. Et puis en fait, alors ça c'est un point intéressant, on en fait beaucoup sur des incitations fiscales qui ne marchent pas tellement non plus pour aller s'installer dans ces zones-là. Oui, alors là on prend un petit peu de recul et on dit quelle a été la doctrine d'intervention de l'État
face au risque de décrochage des territoires? Eh bien, pendant des décennies, ça a été une logique passive. On a des zonages économiques dans lesquels certaines entreprises peuvent bénéficier d'exonération, et le bilan de tout cela, c'est que ça n'a pas très bien fonctionné. Ouais. Depuis quelques années, l'État a changé son approche en prenant une approche plus ascendante, un peu plus bottom-up. Voilà, on part du terrain. On part du terrain, on crée des labels et charge au territoire de se coordonner, de se donner un constat partagé, une vision d'avenir pour le territoire. Et là, on va chercher le label et on mobilise toutes les énergies autour de ce label. Je reviens sur les incitations fiscales. Il y a un point intéressant dans le rapport. Comment attirer de jeunes médecins dans les territoires? Typiquement, on met en place des incitations fiscales. Vous paierez moins cher l'installation de votre cabinet, etc. Ça marche pas tellement. Ce qu'ils veulent, c'est de l'emploi et des services publics, de l'emploi pour la famille et des services publics pour la famille, là aussi, dans le territoire où ils s'installent. Oui, c'est tout à fait vrai. En tout cas, c'est ce qu'ont montré les études qui sont intéressées à ces zonages. Et donc, pour résorber les déserts médicaux, il faut trouver d'autres solutions. Alors, les solutions concrètes, vous parliez de ce pacte télétravail. Parlez-nous du prêt de main-d'œuvre qui a marché, par exemple, en Lot-et-Garonne. Oui, alors nous, ce qu'on dit, c'est que les solutions, elles viendront des territoires. Pourquoi ? Parce que ils ont, à la faveur, si je puis dire, de la crise, repris leur destin en main. Nous, on a vraiment senti sur les territoires un vent de renaissance et que l'État doit accompagner cela. Et donc, ce que nous disons, c'est que pour la sortie de crise, il faut une stratégie coopérée, territorialisé, régénéré. Et le coopérer, c'est ce que vous dites. C'est le prêt de main-d'œuvre avec des exemples extraordinaires sur le terrain. On était en Lot-et-Garonne, où des salariés techniciens de l'aéronautique ont été mis à disposition par une entreprise qui était quasi à l'arrêt, chez le numéro 2 de la confiture, que vous connaissez sans doute, Lucien Georgelin. Et ces techniciens vont aider Lucien Georgelin à optimiser ses circuits de production. Le prêt de main-d'œuvre a émergé pendant la crise. Le gouvernement en a facilité les modalités. Et ce que nous proposons, c'est d'aller encore plus loin, de pérenniser les assouplissements et de faciliter la diffusion de ce dispositif. Assouplissement, par exemple, cumuler un CDD et le chômage partiel dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre, ça peut être quelque chose de cette nature-là. Cumuler l'activité partielle de longue durée avec du prêt de main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui cherchent désespérément de la main-d'œuvre et notamment de la main-d'œuvre qualifiée. Il faut que les entreprises qui sont en baisse d'activité, parce que leur secteur est particulièrement touché, puissent bénéficier de l'activité partielle de longue durée pour préserver leurs compétences, mais tout en mettant à disposition leurs salariés aux entreprises qui en ont besoin. La désindustrialisation, pourquoi, Jean-Noël Barrot, la Lombardie s'en sort mieux que certaines régions françaises ? Écoutez, il y a des raisons évidemment multiples. Nous, ce que nous disons, c'est que à l'avenir et au-delà de toutes les mesures que nous proposons pour la sortie de crise, je l'ai dit, c'est la coopération entre les acteurs de terrain qui s'est beaucoup développée. C'est vraiment autour de l'idée d'un capital relationnel, d'un capital territorial entre tous les acteurs qu'il faut évidemment faire fructifier, territorialiser pour donner plus de levier à l'État sur les territoires, et puis régénérer en libérant les énergies. Mais au-delà de la crise, il faut que nous puissions à minima, nous doter d'un instrument puissant qui unifie, qui concentre les leviers d'intervention de l'État en direction des territoires qui sont menacés de décrochage. De manière active, de manière bottom-up, ascendante, de manière responsabilisante pour les acteurs de terrain et pour éviter ce qu'on a vu pendant des décennies, c'est-à-dire des territoires qui décrochent avec conséquences économiques, conséquences sociales et puis à terme les conséquences politiques qu'on a vues pendant le mouvement des Gilets jaunes. Je reviens sur ma question sur la Lombardie, vous n'y avez pas répondu. Qu'est-ce qui se passe en Lombardie ? Un tissu de PME très important, très dense. La désindustrialisation en France, dans le Nord et l'Est en particulier, ça a souvent été le fait de grandes entreprises. Donc ce que vous dites, c'est que si on encourage les petites entreprises sur place, il y a un moyen d'enrayer cette désindustrialisation. Tout à fait, vous avez raison et vous avez fait une meilleure réponse que je ne l'aurais fait à votre question. Ce qui est certain, c'est que effectivement en Italie, il y a une culture en Lombardie d'alliance entre les entreprises pour aller chercher l'export, pour aller chercher les appels d'offres européens. Jusqu'à présent, on s'était dit, en France, ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment de liens, il n'y a pas suffisamment de liens entre les entreprises. Ce que nous disons, nous, dans ce rapport, c'est que désormais, ces relations existent, parce que pendant la crise, les entreprises se sont serrées les coudes et que des liens se sont noués entre elles, et que c'est donc peut-être le moment d'essayer d'adopter ce modèle-là qui a fait le succès de la Lombardie. Il faut aussi, vous dites qu'il faut partir du terrain, c'est pas toujours facile par exemple, de défendre ou de mener à bien un projet dans le cadre du plan de relance, de défendre un dossier. Vous dites qu'il faut qu'il y ait des gens dans les territoires, j'imagine des fonctionnaires qui soient là pour aider, piloter, accompagner les entrepreneurs dans la défense de ces projets qu'ils ont pour leur entreprise. Absolument, que ce soit des entreprises ou des collectivités, c'est vrai que quand on est un peu plus petit, c'est toujours plus compliqué de déposer des dossiers de candidature à tous ces appels à projets, de les identifier, etc.
dans le jargon administratif, on appelle ça l'ingénierie, c'est-à-dire en gros le montage de dossiers. Et nous, ce que nous disons, c'est d'abord il faut rendre l'accès à cette aide au montage de dossiers, à cet accompagnement plus simple. Et donc, on propose la création d'un site de rencontre entre l'offre et la demande d'ingénierie. On appelle ça ingénierie.gouv.fr. C'est un chef d'entreprise, une collectivité, une petite commune peut tout simplement en ligne trouver toutes les facilités qui existent aujourd'hui pour beaucoup, qui ont été développées dans les mois récents, mais qui sont difficiles à trouver parce qu'on ne sait pas forcément où aller chercher. Et puis on propose effectivement d'envoyer un certain nombre de hauts fonctionnaires sur le terrain pour aider ces collectivités, ces entreprises à monter les dossiers. On a vu d'ailleurs des exemples intéressants, comme en Moselle, où les acteurs locaux ont créé les développeurs de France Relance, c'est-à-dire une quarantaine de personnes qui vont au contact des entreprises pour les aider à monter les dossiers, ou encore à Vierzon dans le Cher, où le préfet a pris 10 services civiques, les envoie dans les collectivités pour là aussi les aider à identifier les bons appels à projets pour la relance et le rebond. Je reviens sur les PME, vous dites une chose pour les encourager, chose forcément polémique, il faut encore assouplir le droit du travail. Ces entreprises-là en ont besoin, de votre point de vue, vous voyez la controverse que ça peut susciter. Oui, alors ce que nous disons, c'est dans le régénérer, le troisième pilier du triptyque, c'est qu'il faut évidemment rien s'interdire pour que dans les territoires fragiles, les jeunes entreprises puissent émerger. Il est possible aujourd'hui, par la voie de la négociation syndicale, de permettre certaines dérogations aux jeunes entreprises. Donc nous, ce que nous disons dans le rapport, c'est qu'il faut que les partenaires sociaux puissent essayer de se saisir de cela pour que dans les territoires fragiles et pour les jeunes entreprises, quelques dérogations puissent être données. Encore un mot, là aussi c'est un enseignement de la période, l'enseignement à distance s'est développé dans les universités, dans le supérieur. Il y a une importance grande de l'enseignement supérieur dans les territoires, à proximité, et vous dites il faut mettre en place des campus où on développerait un enseignement hybride, à moitié en présentiel, à moitié à distance. Oui, là où le rapport tranche peut-être avec ses prédécesseurs, c'est qu'il dit il faut traiter cette question des compétences dans les territoires fragiles pour des raisons économiques, parce qu'il faut trouver des compétences pour les entreprises, mais pour des raisons aussi d'équité et de lutte contre les inégalités. Parce que s'il y a bien une inégalité qui est très importante en France, c'est que le département où on est conditionne votre accès à l'enseignement supérieur. Et donc là où notre proposition tranche, c'est que nous disons il faut rapprocher l'enseignement supérieur et la formation professionnelle des territoires qui n'en disposent pas, avec effectivement des campus hybrides, avec des mobilités ou des facilités données à la mobilité des enseignants-chercheurs. Nous l'avons vu à Vierzon, où un campus urbain va s'installer sur une friche industrielle qui était là depuis 25 ans, qui était inoccupée en plein centre-ville. Nous l'avons vu à Foix, en Ariège, où une unité de l'université de Toulouse s'est installée et en 2016, a créé la première licence pluridisciplinaire et c'était la seule option d'accès à l'enseignement supérieur pour les jeunes ariégeois. Et donc nous disons, dans les territoires fragiles et fragilisés, il faut imaginer des initiatives de ce type-là. Je voudrais garder une minute, vous n'êtes pas venu pour ça, mais pour parler d'abstention, parce que vous êtes le co-auteur d'un livre blanc sur l'abstention, qui est un sujet diablement d'actualité. Au détour de ce rapport, vous dites qu'une mesure du mal-être dans les territoires relégués, c'est l'abstention. Il y a un lien robuste avec l'évolution du taux d'emploi, avec la fermeture d'un commerce élémentaire. L'abstention, suit tout cela directement. Une mesure pour lutter contre l'abstention, ce serait laquelle de votre point de vue, Jean-Noël Barrot ? L'abstention, elle a des causes multiples et c'est d'ailleurs ce qu'on a dit dans le livre blanc. Il y a évidemment tout ce qui peut faciliter l'accès au vote, donc le vote à distance, l'inscription sur les listes électorales. Aujourd'hui, 9 millions de Français ne sont pas inscrits dans la commune où ils résident et ces Français-là s'abstiennent beaucoup plus que les autres. Il y a évidemment une réforme institutionnelle qui semble indispensable. Nous défendons au MoDem avec François Bayrou le principe de la proportionnelle, mais vous avez raison, il y a aussi toutes les réformes et toute la manière dont nous pouvons traiter de ce déclin industriel qui est le grand oublié des politiques publiques des décennies passées. Si nous traitons ce sujet, alors sans doute nous rapprocherons les citoyens des urnes. Merci Jean-Noël Barrot d'être venu dans les studios de France Inter et on trouve facilement ce rapport sur Inter.